Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames, Messieurs les députés, le 14 octobre 1992, un pays que je connais bien, le Canada, perdait son triple A. Sa dette culminait alors à 70% du PIB, ça fait presque rêver, et son déficit annuel à 6%, ça fait plutôt moins rêver. Le Wall Street Journal en parlait même comme d'un État en faillite. Le gouvernement centriste de l'époque s'est alors réuni autour d'un objectif ferme de retour à 3% de déficit sous 3 ans, sans renoncer ni à leur croissance, ni à leur modèle social. En moins de 5 ans, le Canada avait rétabli l'équilibre budgétaire. En moins de 10 ans, la dette était ramenée à 33% du produit intérieur brut. Et le 29 juillet de 10 ans après l'avoir perdu, le Canada retrouvait son triple A. Le Canada, évidemment, n'est qu'un exemple parmi d'autres. La Suède, dans les années 90, connaît l'une des situations budgétaires les plus dégradées de l'Europe, avec une dette publique qui explose. Elle a depuis retrouvé un budget à l'équilibre, sans nuire ni à son modèle social. La Suède est désormais le royaume de l'innovation. Mesdames, Messieurs les députés, ces exemples ne sont pas seulement la preuve qu'un chemin de rétablissement est possible. Ils sont surtout la preuve qu'on peut sortir de la spirale de l'endettement sans renoncer ni à notre croissance, ni à notre modèle social, à la condition d'un consensus efficace sur l'objectif et sur la méthode. En revanche, comme en attestent d'autres exemples voisins, plus on reporte le rétablissement de nos finances publiques, plus il est douloureux. Le Portugal l'a expérimenté avec une TVA qui a été fortement relevée, affectant directement la population. En Italie, la réforme abrupte des retraites a conduit à des départs après 67 ans. En Lituanie, les salaires des fonctionnaires et les pensions de retraite ont baissé drastiquement. Mesdames, Messieurs les parlementaires, ces programmes austéritaires et imposés, aucune d'entre nous ne les souhaite à la France. C'est maintenant et collectivement qu'il nous faut faire le choix d'efforts structurels. Le budget que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui nous met sur le bon chemin. Il prévoit une réduction du déficit des administrations publiques à 4,7% pour 2026. C'est une première marche indispensable pour nous permettre de tenir notre trajectoire et d'ainsi passer sous le seuil des 3% en 2029. Nous ne le faisons pas pour Bruxelles. Nous ne le faisons pas pour les marchés financiers, nous le faisons pour la France. Ce n'est qu'en atteignant ce seuil des 3% que nous stabiliserons notre dette. Je répète, nous la stabiliserons. C'est maintenant qu'il faut agir, car les chiffres de cette année confirment, et c'est important, que nos fondamentaux économiques restent sains. La cible à 5,4% de déficit que nous avions votée, j'étais à l'époque sur vos bancs, pour 2025 sera respectée. Et la croissance, comme prévu, sera de 0,7%. Pour l'année 2026, malgré le contexte international tourmenté, nous prévoyons une croissance de 1%, soit une légère accélération. Notre taux de chômage reste stable à 7,5%, proche de son plus bas historique depuis 40 ans. Avec une inflation ramenée à 1,1%, la crise inflationniste est derrière nous. Cela permet au pouvoir d'achat des Français de continuer d'augmenter, plus 0,8% cette année. Elle nous permet de tabler sur un redressement de la consommation des ménages en 2026, dans un contexte où l'épargne des ménages est au plus haut. Pour ce faire, le rétablissement de la confiance est essentiel. Les incertitudes politiques génèrent des inquiétudes économiques dans notre pays. Nous nous devons de les lever. C'est aussi grâce à ce contexte d'inflation limitée que nous pouvons proposer une année blanche dont je sais qu'elle fait débat, c'est-à-dire la stabilité des prestations et des barèmes d'impôts. Les efforts qui en découlent sont réels, mais relativement limités. C'est précisément parce que nos fondamentaux sont bons que c'est le moment d'agir résolument pour redresser nos finances publiques. Car voici la réalité des faits. Notre déficit public est le plus élevé de la zone euro.
Nous serons les derniers avec la Belgique à passer sous les 3% en 2029 si nous tenons l'objectif. Notre dette, 14% du PIB à la fin du premier trimestre, la troisième plus élevée de l'Union européenne derrière la Grèce et l'Italie. Elle atteindra près de 118% du PIB l'année prochaine. Vous le savez, notre note a été dégradée par les grandes agences de notation, notamment Fitch en septembre et Standard & Poor's la semaine dernière. C'est un appel à la lucidité. Nous nous endettons plus cher que nos voisins et le coût de notre dette s'accélère encore. Il était de 60 milliards l'an dernier, il est de 65 milliards cette année, il sera bien au-delà de 70 milliards l'an prochain. Cela peut sembler abstrait, mais quand le taux d'emprunt de l'État augmente, vous le savez, le taux d'intérêt pour les logements, pour les prêts à la consommation, pour nos entreprises augmente aussi. Tous nos concitoyens s'en trouvent directement affectés. Soyons clairs. Ces indicateurs sont inquiétants, mais ils n'ont rien d'irrémédiable, à condition d'une action résolue, concertée et immédiate, comme d'autres l'ont fait avant. Le projet de budget que nous vous soumettons aujourd'hui, il constitue un point de départ, certainement pas un point d'arrivée. Mais ce n'est pas seulement un exercice comptable, il doit aussi être un outil au service de notre économie, de nos entreprises. C'est un budget d'équité qui mobilise les plus fortunés. C'est un budget qui renforce notre souveraineté. Mais c'est aussi un budget qui préserve notre compétitivité et poursuit le verdissement de notre économie. Pour défendre notre tissu d'entreprise, notamment industriel, nous proposons de poursuivre la baisse des impôts de production. Elle bénéficiera à 300 000 entreprises qui représentent des millions d'emplois partout en France et notamment dans les petites et moyennes entreprises. Les moyens en faveur de la recherche seront accrus et le crédit d'impôt recherche, atout de notre attractivité, devra être préservé. Le libre-échange, ce n'est pas une religion. C'est un modèle économique qui fonctionne quand tout le monde joue le jeu. Aussi, protégeons-nous les commerces de nos territoires menacés par la concurrence déloyale grâce à une taxe sur les importations de petits colis. Et sur ce sujet, j'ai un message à vous envoyer, mesdames et messieurs les députés. Protégeons nos postiers. Protégeons nos postiers. Par ailleurs, ce gouvernement demeure pleinement engagé pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 500 millions de nouveaux engagements à la décarbonation de l'industrie, 500 millions d'engagements supplémentaires qui viendront en soutien à la production d'hydrogène décarboné. Nous avons relancé MaPrimeRénov' le 30 septembre, nous la pérennisons en finançant une partie par la hausse du volume des certificats d'économie d'énergie. Mesdames, Messieurs les parlementaires, nous devons refaire de la France une grande nation industrielle, sociale et écologique. Ce budget doit y contribuer, gardons-le à l'esprit dans les jours qui viennent. Ce projet de budget, il est responsable dans son ambition. Il est équitable dans la répartition de son effort. Il est réaliste dans ses orientations. Ce texte, il est désormais le vôtre. Discutez-le, critiquez-le, amendez-le et votez-le. Que ce budget vienne consacrer notre capacité au compromis. Je me montrerai donc particulièrement vigilant parce que concession ne veut pas dire déraison. D'abord, au respect de notre trajectoire budgétaire, car le compromis politique que nous atteindrons ne fera pas de lui-même disparaître notre dette. Il en va de notre responsabilité collective, y compris devant les générations futures. Ainsi, dans nos débats, face à chaque plus, il vous faudra trouver un moins. Je serai également sensible à la préservation des moteurs de notre croissance et de la solidité de nos entreprises. Ce sont elles qui portent l'investissement, ce sont elles qui portent l'innovation, ce sont elles qui portent l'emploi. Enfin, ma boussole, c'est l'équilibre des efforts entre recettes et dépenses. Je souhaite que la réduction des dépenses l'emporte sur la hausse des prélèvements, car notre dépense publique, elle est excessive et notre fiscalité, elle est déjà très lourde. La justice fiscale n'est pas la surenchère fiscale. Mesdames et messieurs les parlementaires, agissons dès aujourd'hui, car le redressement de nos finances publiques est la condition d'une prospérité retrouvée pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.